Bienvenue à cette capsule intégrative des chapitres 5 à 8. Lors de cette présente capsule, nous allons répondre aux questions qui ont été adressées dans le cas numéro 1 exclusivement. Bonne écoute. Cas numéro 1. Le premier cas est constitué de 6 questions que nous allons répondre dans les prochaines minutes. Le premier cas, vous vous rappelez, c'est celui de Sylvie, cette dame âgée de 48 ans qui s'était plainte de fièvre, de douleurs musculaires, également de mal de tête. Elle avait consulté une première fois son médecin de famille qui lui avait dit « T'inquiète pas Sylvie, ça va bien aller ». Mais finalement, de retour à la maison, Sylvie, elle allait pas mieux. Elle était donc de plus en plus de mal en point. Elle a reconsulté à l'hôpital, puis ensuite adressé à l'urgence parce qu'elle avait de la fièvre persistante. Elle toussait, elle se sentait moche, il y avait une diminution de son état général. Elle a été hospitalisée dans ce contexte. Fort heureusement, elle n'avait pas la COVID-19, mais plutôt une infection qu'on appelle la grippe causée par le virus de l'influenza. Elle a très bien évolué et a été de retour à la maison assez rapidement. Abordons maintenant les questions qui ont rapport avec ce premier cas clinique. Question numéro 1, rappelons que la grippe, c'est une infection des voies respiratoires qui est causée par un virus qu'on appelle l'influenza. C'est un virus qui circule chaque année au Québec et ailleurs au Canada, surtout à la fin de l'automne, l'hiver et une partie du printemps. Parce que c'est un virus, ça a la capacité d'infecter des cellules. Les virus sont surtout des pathogènes intracellulaires. Ils se réfugient donc dans les cellules pour proliférer. Vous avez un exemple ici du virus de l'influenza qui a trouvé un lymphocyte B. Il est dans le lymphocyte B et il a trouvé refuge dans ce type de cellules pour proliférer et produire d'autres virus. Question numéro 1. Expliquez comment et à quel type de lymphocytes les cellules qui sont infectées vont signaler la présence de l'influenza dans leur cytoplasme. Vous avez probablement compris que cette question intéresse surtout les lymphocytes T, ce qui a rapport à l'immunité cellulaire. Le rôle de l'immunité cellulaire adaptative, c'est de combattre les microbes intracellulaires dont font partie les virus. Alors, les peptides ou les antigènes qui ont un lien avec l'influenza se retrouvent dans le cytoplasme d'une cellule infectée et vont être présentés par les cellules présentatrices d'antigènes via les CMH de classe 1. Les pathogènes intracellulaires, comme les virus, sont présentés via les CMH de classe 1, alors que les pathogènes extracellulaires, comme la plupart des bactéries, vont être présentées via les CMH de classe 2. Quel type de lymphocytes reconnaissent les CMH de classe 1? Ce sont les CD8, les lymphocytes T CD8. Alors que les lymphocytes CD4 vont reconnaître les CMH de classe 2. Un truc facile pour mémoriser cette différence, c'est qu'imaginez 8 fois 1 égale 8, alors que 4 fois 2 égale 8. C'est une façon assez simple de se souvenir que les CMH de classe 2 sont reconnus par les lymphocytes CD4, alors que les peptides présentés via les CMH de classe 1 sont reconnus, quant à eux, par les lymphocytes de type CD8. Vous l'avez également exprimé un petit peu plus ici, mais voyons tout d'abord les étapes d'activation des lymphocytes T. Alors, vous avez ici un lymphocyte qui a présenté à sa surface. Vous avez ici une cellule présentatrice d'antigènes qui présente à sa surface un pathogène donné. Ce complexe CMH avec le peptide est reconnu par des lymphocytes T naïfs. Ça peut être un CD4 ou un CD8. Ça dépend quel type de CMH est utilisé à la surface de la cellule présentatrice d'antigènes. Lorsqu'il y a une reconnaissance par le lymphocyte de ce complexe CMH plus peptide, il va y avoir une activation du lymphocyte T.
Le lymphocyte T va sécréter des substances qui vont permettre son expansion clonale, donc sa prolifération, ce qui mène à une différenciation. La différenciation, c'est le passage de la cellule naïve vers la cellule effectrice. Un CD4 effecteur ou un CD8 effecteur n'ont pas les mêmes capacités. Ces cellules effectrices vont se retrouver dans les tissus périphériques et assurer l'éradication du germe qui a donné lieu à l'activation de la réponse immunitaire. Question numéro 2. Quels sont les signaux qui sont nécessaires à l'induction des réponses de la part des lymphocytes T CD8? Pour activer un lymphocyte, ça prend au moins 2 signaux. Les lymphocytes T ont besoin d'un signal numéro 1 puis d'un signal numéro 2. Le signal numéro 1, c'est la reconnaissance par les récepteurs des lymphocytes T des ligands qu'on retrouve sur les cellules présentatrices d'antigènes. Alors, le récepteur du lymphocyte T va reconnaître un complexe qui est composé de la molécule du CMH, soit 1, soit 2, et du peptide microbien exprimé par la cellule présentatrice d'antigènes. Rappelons ici qu'un lymphocyte TCD8 va reconnaître un peptide microbien exprimé par un CMH de classe 1. Je vais vous l'exprimer différemment avec un petit schéma tiré de votre livre. Vous avez sur votre gauche un lymphocyte CD8 et vous avez ici sur votre droite une cellule présentatrice d'antigènes. Le virus de l'influenza qui a infecté la cellule présentatrice d'antigènes va être exprimé à la surface de cette cellule par un CMH de classe 1 parce que c'est un pathogène intracellulaire. Le complexe peptide microbien, dans ce cas une partie du virus de l'influenza, et le CMH de classe 1, c'est reconnu par le récepteur à la surface du lymphocyte T, ce qu'on appelle le TCR ou le T-cell receptor. Le CD8 reconnaît un CMH de classe 1. Ceci constitue le premier signal. Cette zone d'interface entre les deux cellules, c'est ce qu'on appelle la synapse immunologique. C'est très important de se souvenir ce qu'est la synapse immunologique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent à cet endroit. La synapse immunologique, c'est donc la région de contact que vous avez entre la cellule présentatrice d'antigènes et le lymphocyte T. On y retrouve également des enzymes qui vont permettre la dégradation ou l'inhibition de certaines molécules de signalisation. Il va y avoir des cytokines qui vont être sécrétées au niveau de cette interface et on va retrouver également d'autres molécules effectrices. Le signal 1 est très important pour activer un lymphocyte, mais en l'absence du signal numéro 2, il n'y aura pas d'activation lymphocytaire. Le signal numéro 2, c'est la co-stimulation. La co-stimulation, c'est le stimulus nécessaire et complémentaire qui va agir conjointement avec le signal numéro 1, qui est la stimulation par l'antigène. La co-stimulation, le signal numéro 2, est nécessaire pour activer complètement les lymphocytes. Les exemples ici ne sont pas à mémoriser, mais c'est important de comprendre que la co-stimulation est nécessaire pour activer le lymphocyte. Sans co-stimulation, il n'y a pas d'activation lymphocytaire. Pourquoi est-ce que c'est important? Je vais vous l'illustrer ici avec un schéma. Vous avez la cellule présentatrice d'antigènes qui a décidé de présenter à sa surface non pas un peptide microbien, mais plutôt un antigène du soi qui a été phagocyté. C'est ce qu'on a ici. C'est important qu'il n'y ait pas de co-stimulation, parce que s'il y avait une co-stimulation, ça voudrait dire que notre lymphocyte pourrait venir détruire et s'attaquer à des peptides du soi, ce qui n'est bien sûr pas souhaitable. Dans un contexte de présentation d'antigènes du soi, il n'y a pas de molécules présentes pour assurer la co-stimulation. Ça donne donc lieu à une absence de réponse, à une tolérance par rapport à l'antigène présenté, ce qui est ici un peptide du soi. Dans un contexte, par contre, de présentation d'un antigène
pathogénique, que ce soit d'un virus ou d'une bactérie, il va y avoir des molécules de co-stimulation qui vont être présentes et cette co-stimulation engendre une cascade biochimique dans le lymphocyte qui va être capable de s'activer et ici produire des interleukines et d'autres molécules qui permettent une activation, une prolifération et une différenciation en cellules effectrices. Il y a on peut appeler ça un troisième signal, mais c'est ce qu'on appelle les molécules d'adhérence. Les molécules d'adhérence, c'est également nécessaire et ça agit conjointement avec le signal numéro 1 et le signal numéro 2. Les molécules d'adhérence permettent de stabiliser la liaison et l'ancrage entre le lymphocyte T et l'APC. C'est très important. Imaginez, c'est comme un bateau qui arrive au port. Si on veut avoir une interaction suffisante, que ce soit des matelots qui descendent du bateau ou des marchandises qu'on amène dans le bateau, il faut qu'il y ait un point d'ancrage entre le bateau et le quai. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec les molécules d'adhérence. Ça permet un ancrage du lymphocyte ou de la cellule présentatrice d'antigènes avec l'autre cellule pour que justement il y ait une meilleure activation. Voici des exemples de molécules d'adhérence, le LFA1 qu'on retrouve sur les lymphocytes T ou les ligands ICAM1 qu'on retrouve sur les cellules présentatrices d'antigènes. Ces noms de molécules ne sont pas à mémoriser. Question numéro 3. Pourquoi est-ce que les lymphocytes T, qui sont spécifiques aux antigènes de l'influenza, vont subir une expansion beaucoup plus importante que les lymphocytes T qui ne sont pas spécifiques à cet antigène lors de l'infection? Et aussi, quel est le principal facteur de croissance des lymphocytes T? Pour répondre à cette question, on va revenir sur notre expansion clonale qui est une des caractéristiques de l'immunité adaptative. L'activation spécifique d'un lymphocyte T passe par une prolifération spécifique à ce lymphocyte via l'expansion clonale. Si on reprend le schéma ici, vous avez le virus de l'influenza en rouge qui est reconnu seulement par un type de lymphocyte naïf, celui qui est en rouge ici. Les autres lymphocytes n'ont aucune spécificité, n'ont aucun intérêt, n'ont aucune ressemblance avec le virus de l'influenza. Donc, le virus de l'influenza va venir activer seulement un type de lymphocyte après avoir été présenté par les cellules présentatrices d'antigènes. Il va y avoir une activation et une prolifération seulement de ce lymphocyte qui est propre et qui est intéressé par le virus de l'influenza. Les autres lymphocytes qui n'ont pas de récepteur spécifique à l'influenza ne connaîtront pas d'expansion clonale. Et le facteur de croissance le plus important pour l'activation, prolifération et différenciation des lymphocytes T, c'est l'interleukine 2. L'interleukine 2, c'est le facteur de croissance qui est donc le plus important pour les lymphocytes T. Sans interleukine 2, nous aurions une prolifération lymphocytaire T vraiment sous-optimale. Ce concept a été utilisé dans différents types de traitements, entre autres pour les patients qui souffrent du sida, qui sont donc porteurs du VIH. On a tenté de leur donner des injections d'interleukine 2 pour essayer de stimuler le système immunitaire des patients à combattre l'infection. Ça pouvait marcher pendant un certain temps. Vous savez que les patients qui souffrent du VIH n'ont pas ou très peu de lymphocytes T CD4. Le virus du sida est capable de se cacher dans les lymphocytes T CD4 et venir les détruire. Donc, on a pensé pendant de nombreuses années que de stimuler le système immunitaire avec de l'interleukine 2, qui se donne en traitement, pourrait peut-être aider les patients à se départir de cette infection virale. Ça a déjà été tenté pour le VIH et aussi pour d'autres pathologies en lien avec des virus, avec des résultats mitigés.
Les traitements maintenant ne sont plus à la mode parce que les patients étaient extrêmement malades. Ils avaient des frissons, des diminutions de l'état général. Donc, en bout de ligne, on occasionnait plus d'effets secondaires que d'effets bénéfiques aux patients. Alors, si on reprend, vous avez ici une cellule présentatrice d'antigènes qui a dans son cytoplasme le virus de l'influenza. Ce virus est exprimé à la surface de la cellule présentatrice d'antigènes via le CMH de classe 1. Le CMH de classe 1 est reconnu par des CD8 et non pas des CD4. Le CD8, qui reconnaît de façon spécifique le complexe antigène et CMH de classe 1, va s'activer, sécréter de l'interleukine 2, qui est le facteur de croissance le plus important. L'interleukine 2 permet donc l'expansion clonale de ce même lymphocyte et durant l'expansion clonale, il va y avoir une activation du lymphocyte CD8. Le lymphocyte CD8 va donc devenir une cellule activée, une cellule effectrice, capable de venir éradiquer l'infection. On vient de voir qu'est-ce qui se passe avec les lymphocytes CD8 activés. Ça devient des cellules CD8 cytotoxiques capables d'aller détruire les cellules infectées par des pathogènes intracellulaires. Mais qu'est-ce qui se passe quand on active un CD4? Un CD4 n'a pas les mêmes propriétés, n'a pas les mêmes capacités et les mêmes fonctions qu'un CD8 activé. Un CD4 activé, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça devient et à quoi ça sert? Lorsque un pathogène est exprimé via un CMH de classe 2, là, ce sont des lymphocytes CD4 naïfs qui vont reconnaître le complexe CMH de classe 2 et peptides. Il va y avoir une différenciation des CD4 qui survient dans les ganglions, les organes lymphoïdes. Il va y avoir une expansion clonale. Lorsque la cellule devient activée, le CD4, qu'on appelle le T auxiliaire ou le T helper, va acquérir différentes fonctions. Une fois qu'un CD4 est activé, il peut se transformer en TH1, en TH2, en TH17 ou en T régulateur. Donc, il y a différentes catégories de lymphocytes CD4 activés. Mais qu'est-ce qui fait qu'un CD4 activé décide de devenir un TH1 ou, par exemple, un TH2? Ça va dépendre des cytokines qui sont dans le milieu environnant. Dépendamment des cytokines qui sont présentes dans le ganglion lors de l'activation et de l'expansion clonale, un CD4 naïf qui devient activé pourrait devenir un TH2, un TH17 ou un TH1. Chacune des catégories de CD4 activés a des rôles différents. Et c'est important de se souvenir de ces rôles différents pour les trois catégories présentées ici. Un TH1 qui est activé va permettre de défendre nos cellules contre les microbes intracellulaires. Les TH1 arrivent à augmenter, entre autres, les propriétés microbicides des macrophages. On va revoir un peu plus dans le détail ce concept durant le cas numéro 2. Les TH1 sont capables également de réactions inflammatoires. À l'opposé, les TH2 vont venir nous protéger contre les parasites. Ce qui est un petit peu plus dommage et non souhaitable, c'est que les TH2 sont à l'origine des réactions allergiques, une réaction d'hypersensibilité qui ne nous avantage absolument pas du point de vue de l'évolution et ne permet aucune protection contre les bactéries réellement. Vous avez finalement les TH17. Les TH17 vont être capables de nous défendre contre certaines bactéries et également occasionner des réactions inflammatoires. Les rôles se ressemblent quand même un peu pour les TH1 puis les TH17. Par contre, le rôle pour les TH2 est complètement différent. Chacune de ces cellules, que ce soit les TH1, TH2 ou TH17, vont produire des cytokines différentes qui vont occasionner des rôles différents. Un TH1 va sécréter de l'interféron gamma, alors que les TH2 sont reconnus comme étant des sécréteurs d'interleukine 4, d'interleukine 5 et d'interleukine 13. Les cytokines produites ne sont pas à mémoriser, par contre, les rôles, c'est très important de les reconnaître. Alors,
Le TH1, c'est un type de CD4 activé qui permet d'augmenter les propriétés microbicides des macrophages. C'est ce qu'on voit ici. Le TH1, en sécrétant de l'interféron gamma, permet à un macrophage qui a phagocyté un germe donné de venir s'en débarrasser plus rapidement. Alors qu'un TH2, par ses propriétés, peut venir aider à se débarrasser de parasites. Mais ce sont également les TH2 qui, par leurs produits qui vont sécréter, des interleukines 4, 5 et 13, vont amener la création de réactions allergiques. Et qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'un CD4 qui s'active décide d'être un TH1 ou un TH2? Ça dépend beaucoup des cytokines qui sont présentes autour de lui. Alors, dans l'exemple que vous avez en haut, à la figure A, si votre lymphocyte T baigne dans un milieu où il y a beaucoup d'interleukine 12 et d'interférons, ça va devenir un TH1. Mais imaginons que le même lymphocyte est entouré d'interleukine 4. Ce sont des facteurs de transcription différents qui vont être activés. Et le TH naïf, le CD4 naïf, va devenir ici un TH2. Ici, dans la figure C, on a différentes interleukines qui vont amener, pour un même lymphocyte CD4 naïf donné, la production ici d'un TH17. Pour un même lymphocyte donné avec un récepteur spécifique, ce qui fait que ce lymphocyte CD4 devient un TH1, un TH2 ou un TH17, ça dépend des cytokines qui sont présentes autour de lui. Ces cytokines, le nom n'est pas à mémoriser, mais le concept de milieu cytokinique est important. Question numéro 4. Expliquez comment les lymphocytes T CD8 qui sont spécifiques pour l'influenza peuvent se rendre efficacement dans les tissus où le virus est présent pour venir l'éradiquer. Il y a une séquence ici où les lymphocytes qui sont activés vont sortir tout d'abord du ganglion lymphatique, vont être promenés dans le sang, partout dans le corps, et vont être capables de trouver exactement l'endroit où l'infection a lieu, vont sortir du réseau sanguin et accéder au tissu infecté. Une séquence d'événements qui a un lien avec la migration des lymphocytes T effecteurs, et nous allons reprendre chacun de ces aspects un après l'autre. Alors, premier point, la sortie du ganglion lymphatique. Lorsqu'un lymphocyte T a été activé dans le ganglion lymphatique, pour pouvoir en sortir, il va réguler à la baisse des récepteurs qui sont sensibles à des cytokines qui sont présentes dans le ganglion, mais va réguler à la hausse des récepteurs qui sont sensibles à des substances qui sont à l'extérieur du ganglion. Étant donné que, par exemple, on parle de la sphingosine 1-phosphate, c'est une molécule qu'on trouve énormément en dehors des ganglions, mais très peu dans le ganglion, le lymphocyte T qui s'active exprime beaucoup de récepteurs qui sont sensibles à la sphingosine 1-phosphate. Le gradient qui est créé fait en sorte que le lymphocyte va sortir du ganglion. Il n'est pas intéressé à les autres cytokines, il veut être en contact avec la sphingosine 1-phosphate qui retrouve en dehors du ganglion. Donc, le lymphocyte va sortir du ganglion. Ensuite, il va se promener dans le réseau sanguin. Il va se promener partout dans le corps jusqu'à temps qu'il retrouve le tissu infecté. Mais comment fait-il pour savoir quel organe est affligé par l'infection? C'est que les vaisseaux sanguins, les capillaires, qui passent dans l'organe infecté, vont exprimer à leur surface, ou plutôt à leur intérieur, des molécules d'adhérence. Les vaisseaux sanguins, l'endothélium vasculaire d'un tissu malade, se change, exprime donc à sa surface des molécules d'adhérence. Et ce sont sur ces molécules d'adhérence que les lymphocytes T effecteurs vont s'ancrer et vont migrer par la suite dans le tissu infecté.
Mais une fois qu'il arrive dans le tissu infecté, il a besoin d'être guidé pour se rendre précisément à l'endroit où les cellules ou les tissus sont malades. Et comment cela va se produire? C'est grâce à des molécules qu'on appelle le TNF et l'interleukine 1. Le TNF et l'interleukine 1, c'est des cytokines qui sont sécrétées par le tissu infecté. Et ça va permettre de guider les lymphocytes activés vers l'endroit exact où a lieu l'infection. C'est pourquoi qu'on parle du TNF et de l'interleukine 1 comme étant des cytokines pro-inflammatoires. Pour la petite histoire et pour votre connaissance personnelle, ces cytokines pro-inflammatoires, entre autres le TNF, peuvent être augmentées dans des contextes où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement d'infection. Par exemple, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et même certaines formes d'arthrite rhumatoïde, il y a énormément de sécrétion de TNF, soit au niveau du tissu digestif pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, ou soit au niveau des articulations pour l'arthrite rhumatoïde. Il y a donc beaucoup de traitements qui maintenant ciblent le TNF. On va avoir des anti-TNF, on va administrer à nos patients des anti-TNF pour diminuer les réactions inflammatoires. Et en bloquant le TNF chez ces patients, quel est un des effets secondaires qui peut arriver? C'est l'augmentation des infections. Si on bloque une molécule qui est nécessaire au système immunitaire pour se défendre adéquatement contre les infections, c'est bien normal qu'il en résulte une hausse des infections. Mais ces infections qui sont parfois un peu plus fréquentes ne sont pas nécessairement dangereuses pour la personne puisque le système immunitaire est capable malgré tout de se défendre contre les infections par d'autres mécanismes. Alors, je vais résumer. La migration des lymphocytes T qui sont effecteurs. Une fois qu'une cellule a été activée dans le ganglion, elle doit sortir pour aller sur les lieux de l'infection pour éradiquer les pathogènes. Il y a une séquence pour la migration des lymphocytes T. La première partie, c'est réguler à la baisse des récepteurs sensibles aux cytokines dans les ganglions et réguler à la hausse des récepteurs qui sont sensibles aux molécules qu'on retrouve en dehors des ganglions. Et ce premier changement de récepteur permet la sortie du lymphocyte T activé du ganglion. Ensuite, le lymphocyte T se promène dans les vaisseaux sanguins et va s'arrêter à un endroit où l'endothélium vasculaire exprime des molécules d'adhérence. Le lymphocyte T se dit « Ah, ça doit être ici qu'il y a un problème, qu'il y a une infection. » Les lymphocytes vont adhérer sur ces molécules et vont, par diapédèse, se rendre dans le tissu. Finalement, les lymphocytes T activés vont arriver au lieu précis où a lieu l'infection grâce à un guidage par des molécules, des cytokines qu'on dit pro-inflammatoires, le TNF et l'interleukine 1. Ces molécules qui sont sécrétées par les cellules et les tissus infectés vont guider les lymphocytes au travers du tissu et les lymphocytes vont pouvoir se rendre exactement où a lieu l'infection. Quelques petits points importants sur ce que je viens de dire, je le mentionne de nouveau. Les lymphocytes qui sont activés expriment des quantités élevées de molécules d'adhérence qui vont se lier à des ligands qu'on retrouve sur les vaisseaux sanguins. Il y a des cytokines également qui vont attirer les lymphocytes activés au niveau du site de l'infection. Ces cytokines qu'on dit chimio-attractives sont le TNF et l'interleukine 1. Avant-dernière question. Comment les lymphocytes T cytotoxiques, donc les CD8 activés, peuvent-ils éliminer l'influenza qui vit dans le cytoplasme des cellules infectées? Il y a une séquence encore ici d'activation des lymphocytes T cytotoxiques qu'on appelle les CTL. Tout d'abord, lorsque le lymphocyte T activé reconnaît la cellule qui a été infectée par le virus de l'influenza, cette reconnaissance se fait par le fait que
la cellule infectée exprime à sa surface du CMH de classe 1 avec le peptide microbien. CMH de classe 1 par une cellule infectée, c'est reconnu par un CD8 activé. Le CD8 activé, le CTL, donc le lymphocyte T cytotoxique, va adhérer à la cellule infectée via des molécules qu'on appelle les intégrines. Ensuite, le CD8 cytotoxique sécrète sur la cellule infectée des enzymes qu'on appelle les granzymes et la perforine qui, une fois qu'elles vont pénétrer dans la cellule infectée, vont engendrer sa mort. Je vous l'exprime ici avec un schéma. Vous avez ici une cellule malade qui exprime à sa surface les peptides microbiens via le CMH de classe 1. Le CD8 activé arrive, reconnaît le complexe CMH de classe 1 et le peptide microbien. Il va adhérer via ses intégrines à cette cellule infectée et sécréter des substances comme la granzyme et la perforine qui, une fois qu'elles vont rentrer dans la cellule infectée, vont causer sa mort. D'où le terme cytotoxicité, donc effet toxique sur une cellule. Dernière question du cas numéro 1. Les lymphocytes NK, qu'on devrait d'ailleurs appeler les cellules NK, peuvent-ils contribuer à l'élimination de l'infection virale qui est due à l'influenza? Et si oui, comment? On se souvient que les lymphocytes NK, qu'on devrait appeler les cellules NK, ne sont pas de l'immunité adaptative. Ça a trait à l'immunité innée. Les cellules NK peuvent venir aider à se débarrasser du virus de l'influenza par un mécanisme qu'on appelle la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps. Alors, comment ça se passe? Les cellules NK vont reconnaître des cellules infectées, mais sur lesquelles on retrouve des anticorps. Le NK reconnaît qu'une cellule a des anticorps à sa surface, mais le NK ne sait pas est-ce que à l'intérieur de cette cellule infectée, c'est de l'influenza? Est-ce que c'est un autre type de virus? Le NK, de façon non spécifique, reconnaît une cellule avec des anticorps à sa surface, et peu importe c'est quoi ces anticorps, via son récepteur sensible aux anticorps, et c'est non spécifique à un anticorps donné, les NK sont capables de venir s'adhérer à la cellule infectée, la cellule malade, et un peu comme le CD8, ce qu'on a vu tout à l'heure, les NK vont décharger le même type de granules cytotoxiques dans la cellule infectée, ce qui va en occasionner son apoptose, donc sa mort. Je vous l'illustre ici avec un schéma. Vous avez une cellule malade sur laquelle il y a tout plein d'anticorps. La cellule NK reconnaît ces anticorps sur la cellule malade et, via des points d'ancrage, va venir sécréter ensuite, une fois bien stabilisé, des substances cytotoxiques, encore une fois la granzyme, la perforine, qui, en pénétrant dans la cellule malade, va venir occasionner sa mort. C'est ce qu'on appelle l'ADCC en anglais ou en français, la cytolyse cellulaire qui est dépendante des anticorps. Voilà, ça met fin à notre cas numéro 1. On va prendre une petite pause et revenir par la suite sur les deux autres cas, le cas numéro 2 et le cas numéro 3. Si on a parlé dans le cas numéro 1 surtout de qu'est-ce qui se passe lorsque les lymphocytes T sont activés, nous allons voir dans le cas numéro 3, entre autres, qu'est-ce qui se passe lorsque ce sont les lymphocytes B qui sont activés dans un contexte d'infection. Merci, à tout à l'heure.